La France. Ce dernier pays a été confronté à une situation particulièrement grave et des régions entières d'Autriche ont été plongées dans la famine. À cet stade, la situation pénible d'une grande partie de la population, les millions de morts sur les fronts, les divergences économiques évidentes et croissantes et la restriction des droits et des libertés dans tous les pays belligérants ont été créés un sentiment général de lassitude et d'opposition. La Première Guerre mondiale a également entraîné un déséquilibre dans le nombre des habitants par sexe. Les femmes étant beaucoup plus nombreuses que les hommes. Près d'1 million d'hommes français sont morts pendant la guerre, ce qui a accru l'écart entre les sexes dans ces pays d'environ 670 à 700 000 femmes de plus de hommes. Nombre de femmes célibataires à la recherche. Les femmes ont si la Première Guerre mondiale marqué un tournant très important dans l'histoire du métier d'infirmier. Au cours du XIXe siècle, les besoins de personnel médical ont augmenté, tout comme la volonté de plus en plus de femmes sortir de la sphère privée et domestique. Par là, les femmes issues de familles nobles et bourgeoises, pratiquant catholiques, étant encouragées par le pape Léon XVI, qui voyait dans l'activité de son nom une façon de servir Dieu. Les femmes jouent aussi auprès des combattants un rôle de soutien psychologique et affectif, moyen sous plusieurs formes. Pendant la guerre et dans tous les pays belligérants, les femmes sont investies de l'autorité parentale et assurent seule l'éducation des enfants lorsque les époux sont enfants. En France, par exemple, dès le 5 août 1914, le gouvernement y instaurait une allocation journalière aux épouses démobilisées avec la mission de subvenir aux besoins de leur famille. Malgré les rationnements et les pénuries particulièrement pénibles dans les régions proches des zones de combat ou sujettes aux inondations. Dès août 1914, dans les pays qui sont alors entrés en guerre, les femmes sont appelées à suppléer la très nombreuse main-d'œuvre masculine de campagne. En France, par exemple, les agriculteurs représentent 40% de la population active, qui est mobilisée par la conscription ou l'enrôlement selon les pays pour les combattre. Le rôle des femmes est alors essentiel dans les campagnes afin d'assurer la production agricole nécessaire à l'alimentation du front et de l'arrière, d'autant plus que la guerre commence cette année la vente de la moisson. Ainsi, en France, dès le début de la guerre, le deux tiers des agriculteurs étaient mobilisés. Le président du Conseil, René Viviani, a incité les femmes à terminer les moissons et à labourer les terres. Les villages français s'évitant de la population masculine active, les hommes âgés et les jeunes adolescents sont aussi sollicités pour aider aux travaux des champs. Il est même arrivé que les soldats participant à ces travaux lorsqu'ils étaient au repos, fait avec par de nombreuses photos d'époque, les histoires régimentaires et à
officier des leçons français auprès de troupes britanniques. Également, afin de répondre aux très importants besoins de l'artillerie, la main-d'œuvre féminine croît de 20% dans les usines d'armement, de métallurgie et de chimie. Les usines d'armement sont à l'évidence les plus importantes en nécessitant beaucoup de main-d'œuvre. Ainsi, afin d'attirer les ouvrières, malgré des conditions de travail très difficiles et des risques importants pour leur santé, les entreprises proposent des rémunérations plus élevées. L'ouvrière, robuste ou munitionnette, travaille aussi au remplissage des obus, avec des journées de 12 heures et une exposition à une forte toxicité des produits qui entraînent des brûlés, des lésions de la peau et autant qui devient jaunâtre à cause de la mélanité. Il arrive aussi que des cas de mortalité soient signalés à cause d'excès d'inhalation quotidienne ou d'un potionnement du sang pour la poudre noire. De nombreuses et diverses autres pathologies sont aussi constatées. Troubles de la vision, perte de mémoire, convulsions. Les conditions de travail sont donc extrêmement difficiles, sans compter les nombreuses morts par accident, notamment dû aux explosions d'ateliers de granit. En raison de sa féminisation, l'organisation du travail connaît aussi des modifications. Les tâches sont davantage spécialisées en quels aménagements sont mis en place ici et là. Citons par exemple aménage des pièces permettant aux femmes de thé. Par alors, la très forte cadence entraîne la création de postes de surintendants. Causant des difficultés aux conditions de travail, c'est l'État qui initie ce type d'emploi en France, afin de subvenir et maîtriser l'état de santé des ouvriers. Une école spécifique est aussi créée pour former à ces postes qui requerront un préalable d'être déjà enfermé. Au-delà de l'image spectaculaire, mais minotée, des munitionnettes, c'est d'abord dans le secteur traité que les femmes sont employées. Par exemple, où c'est de l'administration des PTT ou des compagnies de chemins de fer, comme Justier ou Garde Barrière. Un engagement voté fort. Les familles se trouvent sans hommes et les femmes deviennent ouvrières, chefs de forge, infirmières, marines de guerre. Si elles ne combattent pas, elles participent pleinement à l'effort de guerre en suppléant la population masculine mobilisée au front. Des femmes se servent à titre d'employés civils attachés aux forces armées canadiennes en Grande-Bretagne, en France et au Canada. Elles conduisent des camions ou des ambulances ou autrement ou remplaçant au Canada détachés de bureaux techniques. Par exemple, pour la Royal Air Force (RAF), qui a des centres d'entraînement en 1918, 750 femmes et sont mécaniciennes. Sur la fin de la guerre, on crée le service féminin dont les membres sont commis: dactylo, comptable, bibliothécaire, sténographe, cuisinière, mécanicien, etc. Chacun d'entre elles représente un homme libre pour le combat. Comment la société civile a été bouleversée par la guerre de 1914 à 1918. Les femmes à l'arrière remplacent les hommes au front. Elles sont recrutées dans les usines où elles s'aident à la production de bois. La part de la main-d'œuvre féminine passe de 32 à 40%
entre 1914 et 1918. Les enfants sont eux aussi mobilisés. Leur rythme scolaire est perturbé et l'absentéisme scolaire est importante. Le rôle des civils s'est avéré déterminant pendant la Première Guerre mondiale, car les femmes, c'est elles qui fabriquent les armes, les fusils, les obus, les valets de fusils, etc. Elles ont aussi fait les équipements des soldats, tenues de camouflage, masques de gaz, casques, etc. Les classes moyennes sont sorties appauvries du conflit, tandis que de nouvelles fortunes sont apparues liées à la production d'armes et à la spéculation de vivres. Les masses ouvrières ont subi une importante part du pouvoir d'achat de leur salaire à cause de l'inflation et ont été les protagonistes d'intenses agitations professionnelles, concrétisées par une vague de rêves qui ont fait écho à la révolution bolchevique russe. Un pays particulièrement sensible à la crise et à l'agitation sociale a été l'Allemagne, contraintée par le traité de paix d'administrer les banqueurs avec d'énormes sommes d'argent. Personnage important. Dès le début de l'année 1915, Marguerite Delaunay crée une association, la famille du soldat, dont l'objectif est d'envoyer un soldat coupé de la famille de l'aide. Le collier de photos afin de soutenir le moral au fond. Ainsi naissent les marins de guerre. Les enfants. De leur côté, les enfants sont la cible de l'intense propagande menée par les États belligérants pour soutenir l'effort de guerre. Le cas de la France est particulièrement significatif sur ce point. En effet, depuis la défaite en 1871 contre l'Allemagne, l'État français, qui l'a considéré en grande partie dû à une éducation lacunaire des jeunes, affiche la volonté de renforcer le patriotisme par l'éducation. Cette politique est particulièrement renforcée lors de la Grande Guerre. Ainsi, l'instruction publique en général, mais aussi les jeux et jouets et la littérature enfantine, véhiculant un discours patriotique très intense. À partir de 1914, les manuels scolaires, les leçons de morale, d'histoire, de géographie, de français enseignent aux enfants que la guerre contre l'Allemagne est produit de valeurs civilisatrices et qu'elle est garante de leur avenir face à l'adversité que leur font subir des peuples barbares. En regard du devoir des soldats engagés dans Sergius Cruz sur les champs de bataille et véhiculer l'idée d'un devoir de réussite scolaire de l'enfant, qui doit se montrer digne de l'engagement et surtout du sacrifice décerné. D'autre part, et l'absence du père, l'enfant est amené à prendre des responsabilités au sein du foyer. Le programme doit aider l'homme dans l'encadrement des plus jeunes tout comme dans les tâches ménagères. Les enfants sont également appelés à participer à l'effort de guerre dès le plus jeune âge, chacun à leur manière. Les garçons sont ainsi sollicités afin d'aider dans les travaux de champ ou dans les usines et les filles. Quant à elles, pouvant amener à participer aux travaux de couture destinés aux soldats du front. L'arrière en France pendant la Première Guerre mondiale.
La souffrance morale des civils pendant la Première Guerre mondiale. Psychologiquement, la guerre fut également éprouvante pour la population civile. La peur, l'angoisse firent partie intégrante de la vie des civils durant la Grande Guerre. Dans les cas des civils éloignés des zones de combat. Paris dans la Première Guerre mondiale. Paris est mis en état de siège dès le 3e août 1914 avec interdiction d'attroupement de plus de 3 personnes sur la voie publique et d'obligation de présenter un laissez-passer pour franchir les portes de la capitale. Ce régime de camps retranché s'étend au département de la Seine et à une partie de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne. À la fin d'août et début septembre, les habitants de la région parisienne sont informés, malgré la censure et les déformations des communiqués officiels, par les récrits des réfugiés de Belgique et des régions du nord de la France, du recul des armées alliées s'approchant à la capitale. Les communiqués militaires ne peuvent masquer entièrement les désastres. Ainsi, les lecteurs de Petit Parisien qui pensaient les forces alliées en Belgique et en Lorraine d'après les articles du 27 août. La bataille est en reprise. En Belgique, les troupes françaises ont continué ou même fait reculer l'ennemi. En Lorraine, ainsi Véros en Lorraine. Les pertes allemandes sont énormes. Dans la Meuse, nous repoussons énergiquement une attaque de l'ennemi. Dans le nord, nos alliés anglais ont dû légèrement rétrograder. Dans les Vosges, nos troupes ont repris l'offensive et refoulé les forces allemandes. Apprenant par les communiqués officiels publiés le 29 août les repris sur la Somme. La situation de notre front de Vosges à la Somme est restée ce qu'elle était hier. Les récits d'atrocités allemandes par les réfugiés de Belgique et des régions du nord de la France, pour le départ du gouvernement à Bordeaux le 12 septembre, amenant 1 million d'habitants de la région parisienne à fuir en province. L'article se voulant rassurant paraissant dans les journaux ne font que jeter à la panique. Ainsi, l'éditorial du Petit Parisien du 31 au 18-14 publie sous le titre La situation militaire. En fait, nous tenons bon. Ce qui n'empêche à la Marstie de voir Paris investir prochainement, sinon réduit à merci. Je ferai observer ce tremblement dont l'attitude est vraiment déplorable. Non c'est pour les calmer, ils sont incorrigibles, mais pour rassurer ceux qui pourraient effrayer qu'en 1870, la capitale est de nouveau près de 5 mois. Au surplus, il semble que nos ennemis fassent la guerre en désespéré. Au 21 septembre, il n'y a plus à Paris que 1,7 million d'habitants, dont une majorité de femmes et de personnes âgées. Les hommes jeunes étaient d'après mobilisés et beaucoup d'enfants envoyés pour leur famille en province. Compte 2,8 millions avant la guerre. Après la bataille de la Marne et la stabilisation du front en novembre, la plupart des Parisiens revenaient. Le retour de Bordeaux du gouvernement attend jusqu'au 8 décembre. Un vient nommé reprend son cours à la fin de l'année 1914. Tranchée. Ce conflit mondial est caractérisé par une ligne de front continue de 700 km,
fortifié qui ne serait jamais rompu par aucune des armées en présence avant 1918. Le front est constitué de plusieurs lignes de défense creusées dans la terre. Les tranchées, reliées entre eux seules par des voies d'accès. Les conditions de vie dans ces tranchées sont épouvantables, mais peut-être plus acceptables côté allemand, dont les tranchées sont mieux aménagées. Les troupes allemandes ont en effet très rapidement bétonné leurs tranchées alors que du côté français, on trouvait des tranchées de terre qui résistent tant bien que mal au vent. Les soldats y vivent entourés par la boue, la vermine, les rats et l'odeur des cadavres en décomposition. Nous avons repris l'offensive et encore du 28 août, 5 jours de fin. De plus, dans les tranchées les plus exposées, les ravitaillements laissaient parfois à désirer. Quelles sont les conséquences sociales de la Première Guerre mondiale? La dureté des conditions de travail et de la vie quotidienne dans une économie dépenue a été à l'origine d'une grave crise sociale en 1917 qui est restée latente en 1918 à la sortie de la guerre entre 1919 et 1922. À la crise de reconversion se greffait une nouvelle crise sociale. On peut même parler de deux mobilisations qui font unilatéralement de la Première Guerre mondiale une guerre de masse inédite. L'ampleur de l'engagement des civils, soit 80% de la population, est sans précédent historique. Ces implications qui revêtent de nature protéiforme et de quoi plus décennies un véritable objet d'histoire.